Ils arrivent par centaines chaque matin sur cette plage. Située à seulement 5 km de la Turquie, l'île de Kos en Grèce est un point de passage pour des milliers de migrants. Certains d'entre eux ont fui les violences en Syrie. Ça a été un voyage difficile et dangereux. Et on n'a pas vraiment le choix. Je viens de Syrie. Ça fait 10 jours que l'on fuit le pays. On est très fatigués, très fatigués. Rafid n'a que 13 ans. Il débarque sur l'île de Kos, rempli d'espoir. Je vais essayer d'aller en Allemagne. Je pourrais être formé et trouver du travail. Ces migrants ont franchi une étape majeure. Ils ont posé le pied sur le continent européen. Pourtant, ils ont abandonné tout ce qu'ils pouvaient sur cette plage. Vous voyez ici des gilets de sauvetage, quelques vêtements, des pagaies. Ils le savent, ils rencontreront encore de nombreuses difficultés avant d'obtenir les documents nécessaires pour circuler tout d'abord dans le reste de la Grèce et bien sûr en Europe. Situation explosive aux alentours du centre commercial de Westgate à Nairobi ce lundi. Des policiers, des soldats et des civils se sont mis à l'abri au plus fort de l'action. Une action qui vise à déloger les djihadistes d'Al-Shabaab. Ils refusent de négocier, alors l'armée encercle le centre commercial et surveille la zone au plus près. Cette fumée qui s'élève au-dessus du centre commercial de Westgate à Nairobi est le signe de l'assaut final donné par les forces gouvernementales du Kenya afin de libérer toutes les personnes détenues par les militants d'Al-Shabaab. Alors que le pays pleure déjà ses morts, des curieux sont venus regarder le spectacle et soutenir leur armée, malgré le combat qui fait rage. Now I think we cannot be worried because we shall keep security. Security will be tight. Depuis cette attaque qui a touché jusqu'au neveu du président et a ému la communauté internationale, le Kenya vit dans la fébrilité et la peur. Embedded with the French military in the Central African Republic. This is a rare glimpse of what happens outside the capital Bangui. Our convoy was supposed to go north in the town of Bosambele, but unexpected events in the flashpoint town of Bouali forced us to stay there. For the first time since they arrived, French peacekeeping troops witnessed crude acts of sectarian violence. Armed members of the Christian militia Anti-Balaka pursuing local Muslims, chasing them with knives and machetes. The Muslims we met were terrified. We had seen these people 2 hours earlier as they fled south towards the capital. Their trucks were searched by French troops. They found light weapons and 2 hand grenades. In response, these families said they were trapped between Anti-Balaka and the northern part of town and other members of the Christian militia south of Bouali. They said they only had one option, going back to Bouali and begging French troops for protection. They found a priest who offered to shelter them inside his church. Je ne vais pas permettre que quelqu'un entre ici pour toucher à qui qu'il soit. Quelle que soit sa confession religieuse, je n'accepterai pas. In Bouali alone, 4 people were killed and 20 were injured. At least 1,000 Muslims found refuge inside the church. French troops said they intend to stay in Bouali for at least a few more days, but sooner or later they will have to leave. This embed with the French military in the northern part of the country shows just how tricky it is to secure the Central African Republic. Everywhere we stopped, the military found people with knives, machetes and even hand grenades. Après des semaines d'exil, le pasteur Narlen Gwaleso, sa femme et ses 5 enfants sont rentrés chez eux. Ils avaient fui en République démocratique du Congo, après de violents incidents dans leur quartier entre les ex-rebelles de la Séléka et les milices chrétiennes anti-Balaka. Mon bébé, des fois on le met ici, et ce jour-là, le bal était tombé comme ça, et puis donc on a vu que la situation était devenue très difficile, donc il va falloir retrouver un endroit ailleurs.
La femme du pasteur apprécie ce retour à la maison, mais elle n'oublie pas les incidents qui ont menacé ses enfants. Aussi, il y a des enfants qui sont petits. S'il y a quelque chose qui ne va pas vraiment, on va encore courir pour échapper. Vraiment, c'est ça, j'ai peur. Narlé explique qu'il ne peut pas retourner dans son église car elle est entourée de membres des Séléka. Mais il pense qu'il est essentiel d'essayer de retrouver une vie normale dans son quartier, au moment où la nouvelle présidente, Catherine Samba Panza, appelle à l'apaisement. Oui, je suis sûr que ça va aller mieux puisque celle-là va jouer la neutralité, donc je sais que ça va bien aller. Déjà, la plupart des lieux où tenaient les Séléka sont déjà détruits et puis la plupart sont partis. Donc, présentement, je me sens un peu en sécurité. Il y a des milliers de déplacés centrafricains victimes des violences interethniques. Mais la nouvelle présidente espère pacifier le pays et convaincre ses familles de rentrer chez elles. Cette cérémonie, qui était effectivement un moment très important pour la communauté juive de Paris et de France, eh bien, a commencé par des chants, puis une prière, notamment par le grand rabbin de France, une prière pour la République, une prière pour la nation. Il y avait, vous avez mentionné, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président français François Hollande, qui a quitté la synagogue environ 1 heure après le début de cette cérémonie. Et puis ensuite, le Premier ministre israélien s'est adressé à tous ceux qui étaient à l'intérieur. Tout d'abord quelques mots en français, puis ensuite en hébreu, des mots, un discours qui était traduit afin que ceux qui étaient présents puissent comprendre. Alors il faut savoir qu'il y avait également un enjeu de sécurité ici, puisque le Premier ministre israélien est particulièrement en vue. Il a réfléchi longtemps avant de s'engager ici et de venir ici, puisque c'était un risque à prendre pour lui, le Premier ministre israélien qui est lui-même en campagne pour des élections législatives anticipées mi-mars. The final denouement, and again, that chilling number, 82 at least who are killed. Mm-hmm. Indeed, and the attack, the Islamic State organization has claimed responsibility for the attack. And I asked some of the local residents about that, and they told me that they were not surprised, that they expected the Islamic State organization to claim responsibility for the attack, but they said that it was important for them to come here, take pictures, feel a sense of togetherness. I also saw people carrying boards saying "Même pas peur," I'm not even afraid, we're not even afraid, saying that it is important to carry on living as normally as possible. Of course, this is not a normal day in this neighborhood. On a regular day, on a regular Saturday, people would be converging here not to lay flowers, not to cry, not to take pictures, but just to go to a bar or to go for dinner with friends. Est-ce que vous êtes surpris ? Non, je pense que les Ukrainiens sur place ne sont pas forcément surpris. Il faut savoir que pour beaucoup, ils sont scotchés à l'actualité. Dans ces situations, on regarde son téléphone, on suit la radio, la télé pour savoir ce qui se passe. Et ils nous ont confié, quand nous étions là-bas, qu'ils passent d'une émotion à une autre très rapidement. C'est-à-dire qu'ils vont lire, comme vous, comme nous, que les troupes sont en train de partir, donc ils se réjouissent, c'est peut-être une bonne nouvelle, ils se sentent plus optimistes. Et puis, inévitablement, tout à coup, cette information peut être démentie. Et dans ce cas-là, ils retombent dans cette espèce de pessimisme, cette crainte. Il faut savoir qu'ils se préparent au pire. Ils ont inspecté tous les abris anti-bombes. Il y en a plus de 500 à Kiev pour certains. Des citoyens ordinaires, ils se préparent à utiliser les armes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'impression d'avoir été abandonnés par Kiev, par l'Occident. Cette annexion de la Crimée qui les a traumatisés. Donc nous avons suivi. Ils apprennent à tirer, ils apprennent le combat rapproché, ils apprennent les premiers soins avec des infirmières qui ont servi à Maïdan. Donc ils se préparent véritablement au pire. Ils vous disent, avec la Russie de Vladimir Poutine, il faut se préparer au pire. Que vont devenir les militaires ukrainiens qui ont quitté les bases de la Crimée ? Alors selon les chiffres qu'on a, il s'agit seulement d'un tiers des soldats qui étaient postés en Crimée, donc des soldats ukrainiens. Pour eux, ils vont rejoindre l'armée en Ukraine, en laquelle ils en auront la possibilité. Il y avait cette guerre de propagande qui était spécialement troublante entre Moscou et Kiev. Vous aviez d'un côté Moscou qui disait à ses soldats « Ne quittez pas la Crimée, si vous rentrez en Ukraine, vous serez considérés comme des traîtres ». De l'autre côté, vous aviez Kiev qui disait « Absolument pas, vous serez les bienvenus, vous pouvez rentrer ». Mais la réalité est que une grande partie de ces soldats sont restés en Crimée. Certains sont désormais des civils, d'autres sont restés dans leur base. Finalement, ils travaillent, si je puis dire, au même endroit, mais pour un drapeau différent, avec à la clé une augmentation de soldes, en tout cas, qui était promise par Moscou.
Alors vous êtes rendu en Crimée, vous vous êtes rendu à Kiev. Quelle différence avez-vous vue, quelle différence avez-vous ressentie entre ces deux parties de l'Ukraine ? Alors déjà, il faut savoir que c'est une aventure de se rendre de Simferopol à Kiev. Il n'y a que 800 km. La voiture n'est pas vraiment une option puisque la route est dangereuse. Il n'y a que 2 checkpoints, 2 points de passage où certains de nos confrères ont eu des problèmes. Ils ont été intimidés par des miliciens. L'autre option, c'est l'avion. Mais maintenant, les seuls avions qui quittent Simferopol passent par Moscou. Alors si vous voulez, d'un point de vue géographique, ça n'a pas de sens de passer par Moscou pour aller à Kiev. Donc nous avons pris le train. Ça met 16 heures. On va à 50 à l'heure en moyenne. Et quand vous arrivez là-bas, c'est un autre monde. Si vous voulez, en Crimée, en tant que journaliste occidental, vous êtes un petit peu quelqu'un qui ne peut pas faire confiance. En revanche, quand vous arrivez à Maïdan, vous êtes le bienvenu, on veut vous parler, on veut vous raconter son histoire et si vous voulez, l'ambiance est très différente, la parole est libérée, mais je crois qu'encore une fois là-bas, en tant que journaliste, il faut faire attention à ne pas être trop séduit par ce côté Maïdan qui est très plaisant, qui est très satisfaisant pour un journaliste occidental, mais il y a quand même une propagande là-bas, il y a une grande scène où tous les soirs il y a des concerts et voilà, et puis il y a des intérêts politiques. Alors justement, Tymoshenko et Poroshenko sont les 2 principaux candidats de la présidentielle qui est prévue le 25 mai. Sont-ils capables de redonner confiance aux Ukrainiens ? Bon, il faut savoir que Petro Poroshenko a promis en cas de victoire à l'élection présidentielle de renforcer l'armée, de défendre le territoire. Donc forcément, c'est une annonce qui fait écho à ce traumatisme de la perte de la Crimée, puisque si une majorité, en tout cas selon les résultats du vote des habitants de la Crimée, a voté en faveur du rattachement à la Russie, pour les autres, ceux qui sont en Ukraine, notamment à Kiev, c'est un traumatisme. Ils se sentent complètement amputés d'une partie de leur territoire. Donc Petro Poroshenko a promis de faire un effort dans ce sens-là, mais ce sera très difficile. Et puis il faut savoir que ces militants de Maïdan se sont battus contre la corruption, mais ces 2 candidats leaders sont pas forcément complètement blancs. Il faut savoir que pour beaucoup de militants de Maïdan, Yulia Tymoshenko fait partie de la vieille garde qui a profité de cette connivence entre le monde des affaires et de la politique, et que Petro Poroshenko est un milliardaire qui possède un empire du chocolat. On l'appelle d'ailleurs trivialement le roi du chocolat. On peut dire que les nouvelles autorités de Kiev vivent sous surveillance de la population de Kiev. On se rappelle, vous avez ramené ces images de vous au milieu des barricades. Elles sont toujours présentes à Kiev ? Elles sont toujours là. Et si vous voulez, les militants vous disent on ne quitte pas Kiev tant qu'on n'a pas, on ne quitte pas Maïdan, donc cette place centrale de la capitale, tant qu'on n'est pas rassuré, comme vous le disiez. Le problème, c'est que ces 2 candidats ne seront pas forcément à même de les rassurer. Et puis l'autre question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces barricades, puisqu'il y a une vie qui s'est installée à Maïdan. Et vous avez des dizaines de personnes qui font la queue tous les jours pour recevoir un petit peu de soupe, un petit peu de pain. Vous avez des militants qui dorment là-bas. Donc il va falloir, si demain les autorités décidaient de les chasser, ça ferait quand même du bruit. Et puis je ne pense pas qu'ils se laisseraient faire forcément facilement. Une dernière question sur le ressenti. Qu'est-ce qui vous aura marqué le plus lors de votre séjour en Ukraine, si j'ose dire ? Quelles sont les images qui vous reviennent ? Je pense que cette image frappante, c'est vraiment celle des militaires ukrainiens qui étaient coincés dans leur balles. Ils étaient encerclés, ils dépendaient de l'extérieur pour pouvoir se nourrir. Et puis il y avait 2 couches de gens qui les empêchaient de sortir. Il s'agissait de miliciens pro-russes et de l'armée russe qui était beaucoup mieux équipée qu'eux, avec des véhicules blindés. Donc on devait faire les interviews, si vous voulez, à travers une grille, à travers un grillage, ce qui était quand même particulièrement humiliant pour les militaires ukrainiens. Merci Ben Barnier d'être venu sur le plateau de France 24 pour témoigner sur l'Ukraine. Sans transition, ce qui fait le buzz sur Internet, c'est sur le net. Et on commence avec Rémi Gaillard, dernière vidéo polémique de l'humoriste français. Les Champs-Élysées, Ben, comment avez-vous vécu, comment la foule autour de vous a vécu la première partie du défilé militaire à pied ? Alors Arnaud, je vous le disais, il y a non seulement des Parisiens, mais également des personnes qui viennent de différentes régions de France qui sont ici. Et puis, alors ce que j'ai pu remarquer d'ici au milieu de la foule, c'est que les applaudissements étaient particulièrement nourris au moment où les représentants du BRI, du GIGN et du RAID ont défilé ici sur les Champs-Élysées. 21 personnes au total et un applaudissement particulièrement nourri, puisque lorsque vous parlez à ceux qui sont venus assister à ce défilé, eh bien, ces personnes-là vous expliquent qu'effectivement ce défilé est particulièrement sécurisé, avec une forte présence de police et militaires également, mais que finalement c'est rassurant. C'est aussi ce que certaines personnes sont venues chercher ici, et c'est bien ce sentiment de savoir que les autorités françaises font le maximum pour éviter d'autres attaques sur le sol français. Il faut évidemment mentionner l'opération Sentinelle qui était représentée ici, qui a mobilisé jusqu'à 10 000 personnes, puis maintenant environ 7 000 personnes. Et puis il y a eu également les représentants de l'opération Barkhane qui agit au Mali, au Niger, au Tchad, luttant contre les djihadistes là-bas.
Également, voilà, des applaudissements nourris à l'endroit des représentants de l'opération Barkhane. Et puis évidemment, il faut mentionner, parce que c'est toujours un petit peu impressionnant, ces aigles royaux qui étaient énormes, et puis ces 3 bus qui ont été apportés par le contingent mexicain qui était à l'honneur, qui représentait différentes écoles, notamment l'école militaire navale. Donc voilà un petit peu pour l'ambiance. On attend maintenant les véhicules blindés légers et puis les hélicoptères. Ben Barnier, en direct des Champs-Élysées. United States. Ah, Italia. Argentina. La France. Ils sont venus des 4 coins du monde pour ça. Il s'agit bien sûr du Cheval Fou, enfin le Crazy Horse, l'un des cabarets les plus connus au monde, fondé en 1951, temple du déhanché chic. I am a good girl. 31 décembre, le cabaret est plein. Ce soir, c'est champagne et caviar à 250 € la place. Les jambes sont longues, la nuit est courte et les convives ravis. Ça nous emmène au-delà de juste un spectacle où on regarde juste. En fait, on imagine aussi également, donc c'est juste magnifique. C'est le charme à la française, le glamour, le sexy, le corps de la femme habillé de lumière, c'est juste magnifique. Un charme à la française qui plaît aux étrangers. Il représente la moitié des clients du Crazy. Paris est le lieu emblématique du mouvement burlesque. La beauté des gestes, la danse, la beauté du corps féminin. C'est pour ça que nous sommes venus ce soir. Paillettes et porte-jartelles, un cocktail glamour pour démarrer l'année. Happy New Year! Tanti auguri di buon anno a tutti. Ci sito novo godina. Bonne année! Champagne! 7 h du matin, les zadistes, à peine sortis de leur tente, préparent un café. Il n'y a pas d'eau chaude. Comment ça se fait ? Parce que le feu, il était éteint. Cette zadiste vit ici, dans la forêt du Tescou. L'hiver est rude et humide. Elle est militante écolo et décroissante. Elle rêve d'un monde meilleur et aussi d'une gazinière. Quand il faut faire à manger, la dernière fois, je me souviens, on a mis sur la boisinière, tu vois, la cuisine à bois, on a mis 1 heure pour faire chauffer de l'eau pour faire les pâtes. Alors que, au gaz, tu mets quoi ? Tu mets 10 minutes. Ce bâtiment, c'est la métairie, point de ralliement des habitants de la ZAD ou zone à défendre. Avec le froid, seules quelques dizaines d'acharnés continuent d'occuper les lieux. Leur combat, empêcher la construction du barrage de Sivins. Yes. On ne veut pas de ces projets, donc il n'y en aura pas, quoi. On les laissera pas faire. Et pour l'instant, le projet, on ne l'a pas laissé faire. Ils ont réussi à déboiser, mais ils n'iront pas plus loin, quoi. On ne se laissera pas faire. Leur communauté a fait la une des journaux le 26 octobre 2014, après la mort d'un des leurs, Rémi Fraisse, tué par une grenade offensive de la gendarmerie. 2 mois et demi plus tard, le souvenir de Rémi Fraisse est encore très présent. Le désir de vengeance aussi. Ils sont prêts à tout, ils sont prêts même à nous tuer pour pouvoir le faire. Parce qu'ils l'ont fait, ils l'ont montré, quoi. Ils l'ont montré, ils sont prêts à nous tuer pour le faire. Donc est-ce que moi je serais pas prêt à les tuer pour l'empêcher ? Ça c'est la question que je me pose tous les jours, tous les matins en me levant. Les zadistes, installés ici depuis octobre 2013, délogés 2 fois par les autorités, ne font pas l'unanimité auprès des habitants de la vallée du Tescou. Certains agriculteurs leur sont particulièrement hostiles. Il faudrait bientôt les dégager. Il faudrait qu'ils soient. On est un pays de non-droit. On ne peut pas s'y promener. Moi, j'y allais, j'ai des enfants, j'y allais avec ma famille me promener. Maintenant, on ne peut plus. Pour la sécurité de tout le monde. Et il y a eu déjà un mort, mais ça risque de devenir un autre parce qu'il y a des confrontations et ça devient très compliqué. Après plus d'1 an de confrontation, les pros et anti-barrage espèrent une réponse du gouvernement qui ira dans leur sens. En attendant, Guillaume, militant anti-barrage, fait le tour de la ZAD tous les jours. L'occasion pour lui de se recueillir devant les souches d'arbres.
C'est un massacre, quoi. Il y a des hectares et des hectares qui sont partis comme ça. Ça donne le résultat là. La première fois que je suis venu ici, j'ai pleuré. Le 1er novembre, le jour de la fête des morts. Et là, il y en a des morts. Ouais, j'ai pleuré la première fois que je suis venu ici. Et c'est pour ça que je reste maintenant, quoi. Faut refaire tout ça, quoi. Faut refaire. Guillaume poursuit son tour par la dalle d'argile. C'est le cœur du combat, l'endroit même où le barrage pourrait être construit. Donc là, on arrive sur la dalle de chantier, ce qu'on appelle donc la zone la plus dévastée, la zone la plus sans vie, la zone la plus abominable. Ils sont venus ici importer des tonnes et des tonnes et des tonnes d'argile en fait, pour imperméabiliser le sol. Donc là maintenant, en plus d'avoir tout massacré, ils ont tassé une couche d'à peu près 1 mètre d'argile. Donc plus rien ne poussera ici tant qu'on n'aura pas réussi à évacuer toute cette merde. Défenseurs de la nature, les zadistes ont leur paradoxe. En témoignent ces déchets produits par leur communauté. Pour évacuer les poubelles, c'est pas évident. On n'a pas toujours les moyens logistiques pour évacuer. Donc on rassemble comme ça. Et là, dès qu'on a un camion, on fait des trajets et on vide. Mais ouais, c'est dur à gérer. Autre entorse à leurs idéaux, un contrôle très strict des journalistes. Méro, pour Saïra, j'arrive avec France 24, donc comme ça vous le savez. Les zadistes estiment avoir été trahis par certains organes de presse. Ils filtrent donc les journalistes à l'entrée. La plupart des militants refusent de montrer leur visage devant les objectifs. Ils interdisent également de filmer les plaques d'immatriculation et les habitations. Par contre, les habitations, ça va pas faire. Ils vérifient également les images tournées sur place et demandent aux journalistes d'effacer certaines prises de vue. Attends, tu dis, il fait pas un demi-tour avec sa caméra là. Ouais, bien sûr, non, mais il le sait. Il n'y a pas de souci, d'accord. Un type de censure pratiqué seulement dans les dictatures les plus strictes, mais nécessaire selon les zadistes. Je vois juste que c'est le respect en fait de la personne qui ne souhaite pas être vue. Donc là, on n'est pas dans la dictature, on est dans le respect de la personne. Heureusement, ce jour-là, les militants qui gardent les entrées et sorties du camp n'auront pas la présence d'esprit de vérifier nos images. Derrière cette barricade, les zadistes poursuivent leur combat, opposés à tout projet de construction. Un coup de crayon et une liberté de ton étonnant. Voici les Charbes, les Kabus et les Wolinski du Togo. Et on peut dessiner le président, comme ça c'est pas grave au Togo. Non, ça pose pas de problème. Je vois pas en quoi est-ce que ça devrait poser problème. C'est juste une caricature. Juste une caricature, oui, mais publiée dans un pays où la même famille est au pouvoir depuis près d'un demi-siècle. Élections contestées, religion, politique, spectacle, People Magazine aborde les sujets qui fâchent. Du point de vue sociopolitique, quand l'actualité devient de plus en plus pesante, il faut des journaux comme People Magazine pour décrisper l'atmosphère par l'humour, par la satire et par les caricatures. Pipo est vendu à 250 francs CFA, soit le prix d'une petite bouteille d'eau. Il y en a un peu partout. Tiré à 5000 exemplaires, le magazine est largement distribué dans la capitale. Pourtant, l'équipe du journal a choisi de s'installer à l'écart du centre-ville, en toute discrétion. Il y a des gens qui savent que je suis caricaturiste, mais je ne me suis pas présenté comme tel. Pourquoi ? Je crois que c'est pour ma sécurité, en fait. Comme de nombreux caricaturistes dans le monde, Pape Kudjo et sa bande savent qu'ils ne sont pas à l'abri d'une attaque. Mais ils continuent de croquer les puissants du pays, cachés dans leur petite maison de la banlieue de Lomé. Le guitariste B.B. King est mort, la légende du blues s'est éteinte hier soir à Las Vegas, il avait 89 ans, son plus grand succès The Thrill Is Gone, il appartenait à une génération de musiciens noirs nés dans les champs de coton. On en parle avec Ben Barnier, bonjour. Qu'a-t-il apporté au blues ? Eh bien tout, j'ai envie de vous dire que B.B. King a tout apporté au blues, enfin presque tout. Je vais quand même mentionner Robert Johnson qui selon la légende avait vendu son âme au diable pour apprendre à jouer de la guitare, mais mis à part Robert Johnson, eh bien, c'est B.B. King qui a rendu ce style de musique accessible à tout le monde, qui a enregistré, qui a fait de très nombreux concerts, jusqu'à 250 par an. Certains disent même 6 jours sur 7. C'est quelqu'un qui était extrêmement généreux. Je l'ai vu en concert plusieurs fois en France, à New York. Il faisait ce geste, souvent il tendait l'oreille parce qu'il voulait communiquer, je dirais presque jusqu'à communier avec le public. Il distribuait des pins, des Mediator. C'est quelqu'un qui a
qui a tout apporté, qui musicalement luttait avec ses guitares très aiguës, avec les percussions sur scène, et puis cette voix très éraillée qui venait très très profond en lui. Et puis il a été honoré par le président Barack Obama. On peut peut-être regarder cet extrait qui date de 2012. C'était à la Maison Blanche, un bœuf dans le pur style du blues. Hey everybody, let's have some fun. You only live but once, and when you're dead, you're done. Let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Baby, don't you wanna go? Same old place, sweet home Chicago. On sent le gospel et la tradition. Qui était-il sur le plan personnel? Alors justement, B.B. King n'a pas toujours été à la Maison Blanche. Il est né tout près des plantations de coton dans le Deep South, le sud des États-Unis. Comme beaucoup d'enfants de cette génération, de musiciens de cette génération, il a appris à chanter un petit peu dans les églises, puis il a quitté les plantations de coton et il s'est rendu à Memphis. Alors je suis allé à Beale Street, c'est la rue où B.B. King jouait, au coin de la rue avec sa petite guitare acoustique, et apparemment il faisait plusieurs styles de musique, mais quand c'était du blues, il avait plus de pièces. Alors il a continué avec le blues, il a été embauché par une radio locale, c'est là qu'il a eu ce surnom, le Blues Boy King. C'est comme ça qu'il est devenu B.B. King. Et puis très très tard dans sa vie, il parlait encore avec beaucoup d'émotion de ses origines, très humble. Et puis vous connaissez peut-être Lucille, vous la connaissez ? Non. Alors Lucille, c'est sa guitare. Voilà. Alors on ne sait pas si c'est une femme qui a été tuée ou qui a déclenché une bataille dans une grange, mais B.B. King donnait un concert, la grange a pris feu, il y a une bataille, et donc il a toujours appelé cette guitare Lucille. Même la marque Gibson a appelé cette guitare Lucille pour lui rendre hommage. Alors que reste-t-il du blues aujourd'hui ? Alors vous savez, B.B. King racontait qu'un jour il faisait un concert, ça se situe fin des années 60, début années 70, et il regarde la salle, il se rend compte que tout le monde est blanc. Il n'y a plus de noirs qui viennent écouter du blues. Et c'est encore assez vrai aujourd'hui. C'est un public plutôt blanc. Certains des musiciens héritiers de B.B. King sont Eric Clapton, qui est très connu. D'autres sont noirs. Il y a Lucky Peterson, Buddy Guy. Il aura marqué, bien sûr, le blues. Mais maintenant, le blues pâtit toujours de cette réputation d'être une musique un petit peu moins élégante que le jazz. B.B. King s'en plaignait. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Merci beaucoup, Ben Varnier, pour ce décryptage. Merci à vous. Vous avez bien sûr entendu parler d'Ebola. Cette maladie a tué environ 8000 personnes en Afrique de l'Ouest, au Libéria, Sierra Leone et en Guinée. Et c'est à cause d'Ebola que cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations, a lieu non pas au Maroc, mais en Guinée équatoriale, puisque le Maroc avait demandé à ce que cette compétition soit repoussée en juin. Mais la CAF, l'organisme qui chapeaute la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, a refusé. Nous sommes donc ici en Guinée équatoriale et il n'y a pas Ebola, mais il y a une autre maladie qui frappe beaucoup en Afrique, qui tue environ 1,5 million de personnes chaque année en Afrique, c'est le paludisme, forme de malaria. Et nous, en tant que journalistes, nous ne voulons pas attraper cette maladie. Nous avons donc tout un attirail qui nous permet d'éviter cette maladie. Alors tout d'abord, je vais vous le présenter. Il y a tout d'abord un filet, une moustiquaire qu'on doit mettre au-dessus du lit. Je ne vais pas le faire maintenant parce que c'est un peu compliqué, mais il y a tout un mécanisme qui permet de repousser un peu ces moustiques, mais ce n'est pas tout. Il y a un premier spray. Alors, lotion anti-moustique, formule renforcée. On met ça sur les bras, et puis également sur le cou, toutes les parties découvertes. Ensuite, un deuxième spray. Celui-ci est pour les vêtements, donc c'est pour les chemises, les pantalons, chaussettes, etc. Je n'ai pas pensé à le faire avant de prendre l'avion, mais on est censé le faire avant de prendre l'avion, et si possible, laver les vêtements puisqu'il y a une petite odeur. Enfin, il y a encore cette prise. Alors voilà, c'est une prise qu'on peut utiliser aussi dans certaines parties d'Europe, tout simplement pour écarter les moustiques. On la branche la nuit et on l'économise la journée. Et enfin, la tablette anti-paludisme, anti-palu, ça peut être Malarone ou d'autres médicaments. Voilà, tout cet attirail, vous voyez, 5 produits qui nous permettent, en tant que journalistes qui couvrons cette compétition merveilleuse, ce tournoi fabuleux, de ne pas attraper le paludisme et de continuer à faire notre travail. On avait un peu ? Ouais. Si vous pouviez m'en donner un peu, là, ça... Je vous donne même Évidemment, les moustiques, eux, ne font pas la différence entre les journalistes et les entraîneurs des grandes sélections africaines.
Vous avez peut-être reconnu ses jambes bronzées et surtout ce regard perçant. C'est bien sûr Hervé Renard, l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, bien content que France 24 le dépanne. Et puis ça fait quelques jours qu'on s'est fait dévaster là. Ouais. Merci. Hein. Il y a la clim, hein. Les journalistes qui sauvent les entraîneurs qui sont pourtant normalement habitués à l'Afrique. Bah ouais, ça fait quelques années quand même. A trumpet and a few drums against the whole nation. In the semi-finals of the Africa Cup of Nations, the Black Stars of Ghana will play host team Equatorial Guinea. A much weaker side on paper, but home advantage could be a game changer. I think Guinea have done well in this tournament so far. They have good players. They will also be boosted by all the local supporters. Here on the street, everybody's rooting for them. It gives you extra energy on the pitch. We need to be aware of it to try and play our game if we want to reach the final. After a series of tough games in group stage, Ghana are now among the favorites in the competition. Led by former Chelsea coach Avram Grant, they smashed Guinea 3-0 in the quarterfinals. How are you today? Grant took charge of Ghana just 6 weeks before the tournament began, but he has been instrumental in hashing out a game plan. Obviously he has clear ideas that he wants to project into the team, and as time goes by, obviously we'll take to that and produce out on the pitch. And I think you can see in our most recent results how we've progressed under him. So yeah, he's got some clear ideas that we're buying into. Beyond the semi-final, Ghana have their eyes set on the prize. A long-awaited 5th title for a nation that prides itself on being an African football giant, but that has failed to lift a trophy since 1982. Now let's cross over to UMP headquarters. Our correspondent Ben Barnier is standing by for us. Ben, a bit of a lacklustre atmosphere around this all insofar as the support for Sarkozy has dipped among party members. Absolutely, 64% of the vote for Nicolas Sarkozy, which is not nearly as good as his landslide victory 10 years ago when he had gathered 85% of the vote, but it's still better than what some polls had predicted with a 60% vote. The big question is whether this win will be clear, big enough to convince voters that Nicolas Sarkozy is the right man to lead the charge for the center-right party. According to opinion polls, Nicolas Sarkozy is the favorite among UMP supporters, but not among French voters who would rather see another man for president. His name is Alain Juppé. He's 10 years older than Nicolas Sarkozy. He's a former prime minister and said to be wiser, calmer and more statesmanlike than Sarkozy. And Ben, it's been a turbulent 2 years for the main opposition UMP, infighting and scandals aplenty. But the former president has vowed to rebuild a party of hope. Absolutely, Sarkozy has a lot on his plate as the new head of the UMP party. First and foremost, he will have to rebrand the party, probably coming up with a new name, hiring a new staff, younger staff to change the party's sometimes perceived crusty image. He will also have to contend a battle on the far right with a strong competition from the far right National Front party. Nicolas Sarkozy has been said to sometimes lurch into Marine Le Pen's territory, including during one recent rally when he vowed to repeal the law on same-sex marriage, which was voted last year. OK, Ben Barnier, a correspondent there, reporting from UMP party headquarters here in Paris.